L'exécutif a décidé de décréter l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national pour une période d'1 mois à compter de la publication d'un arrêté en date du 30 octobre 2012. Selon le ministre de la Communication Adi Jangardi, l'état d'urgence est déclaré sur la base des articles 19, 24 et 136 suite au passage de l'ouragan Sandy. Ça, c'est une décision qui est prise en Conseil des ministres, qui est prise certainement parce que nous estimons qu'il y a des dégâts considérables et son désastre qui passe sur nous, il y a plus que 200 000 personnes qui sont sinistrées. En même temps, on gagne des problèmes en termes d'infrastructure, toute infrastructure presque effondrée. Il y a un pile pont qui tombe, il y a des villes qui n'ont pas accès même à de l'autre ville qui proche. Et puis, on a regardé en termes de dégâts humains, 54 personnes mortes, il y a des gens qui perdent la vie certainement, il y a des gens qui disparaissent tout, et il y a des gens qui sont blessés. Et puis, l'hôpital, tout en situation difficile. Nous croyons qu'il y a des hôpitaux même qui étaient inondés, et nous croyons que le plus gros problème a été, par exemple, la question UTCO, les unités de traitement de choléra qui étaient même allées dans de l'eau, perdu, et qu'on y a là, nous avons un véritable problème, nous avons un problème là qui est en face de nous, c'est possibilité pour gagner une propagation de choléra, pour empêcher ça. État d'urgence là pour le permettre que gain moyen assez dans le gouvernement pour le capable aider différents secteurs qui prennent couillot, y compris secteur agriculture, secteur santé, secteur travaux publics, secteur environnement, et empêcher bien entendu que non pas compter beaucoup plus de dégâts dans le mois qui venir. Le gouvernement ça il va jamais dépenser sans contrôle. Il fait tout bas dans la transparence et dépenses ou pour gagner évidemment des ventilations qui correctes et également en un cadre de transparence là des explications régulières par devant la presse et par devant la nation. C'est un qui fait régulièrement au niveau de dépenses qui pourraient faire dans le cadre humanitaire. Déjà il y a 221 millions de gouttes qui étaient débloqués 2 jours après cyclone et 4 jours après il y a 100 millions de plus qui étaient débloqués et actuellement au capable de joindre des rapports financiers précis sur ça fait qui monde qui joignent et qui voit que justement dépenses à arriver faites. Donc c'est même technique que parle Kembe, c'est-à-dire à partir de l'état d'urgence là pour département par département, zone différents à l'autre et qui Jean gouvernement est intervenu et ceci par le fait dans le cadre d'une discipline budgétaire et dans la transparence totale. Rappelons que selon un dernier bilan présenté par les responsables de la protection civile, l'ouragan Sandy a fait plus de 50 morts à travers le pays. Le directeur général du Conatel confirme être intervenu auprès de la compagnie Natcom pour limiter la baisse des tarifs des appels internationaux sortant d'Haïti. Jean-Marie Guillaume affirme que cette intervention visait à préserver les intérêts fiscaux de l'État et que le Conatel est resté dans son rôle d'organe régulateur des télécommunications. Ou régulateur en quelque sorte, son shérif ou là pour mettre l'ordre, son chef de police ou là pour mettre l'ordre, OK? Faut ne pas oublier que une raison qui fait que nous là, ça que nous aujourd'hui, c'est parce que le Digicel est rentré sous terrain, Digicel a fait salver avec les prix et il a quitté le fait. Il a cassé prix, ça casse voie là et nous venons gagner faillite de voie là, OK, l'échec de voie là et nous venons gagner tout comme tout le monde connaît, échec à Itel. Parce que ce qui est arrivé c'est que là Digicel est rentré sur le marché, tout le monde a battu bravo, il a cassé prix, il fait cela. Et puis maintenant, nous sommes là où on est aujourd'hui. La Natcom vient sur le terrain. Okay? Maintenant, il y a un différent régulateur. Et mon objectif maintenant, c'est de protéger le consommateur, c'est de protéger les opérateurs et les intérêts de l'État. L'homme était tarif international sortant à 2 gouttes, okay? Qui est beaucoup meilleur marché que tarif international entrant. Qui est le régulateur? Oui, ou même, ou est belle, mais régulateur qui ça me garde moi-même. Premièrement, je regarde que vous pourrez gagner plus de tarifs internationaux sortant que tarifs entrants. Tarifs entrants, qui ça le fait pour vous? Mais sont ressources que liées pour nous, parce que tarifs entrants, premièrement, le supporter le programme éducation gouvernement. Deuxièmement, tarifs entrants, les porter devises dans le pays. OK? Tarifs entrants, lorsque qu'on est là, ou diminuer tarifs entrants, tarifs sortants qu'on est là, ce n'est pas devise que le porter pour vous. Au contraire, il faut que l'opérateur paye l'opérateur là-bas en dollars. Ça veut dire que les vient présenter ou fuite de devises pour vous. Donc, c'est un balance que vous avez créé, même au niveau de l'économie nationale. La régulation, toute mesure que le régulateur prend, supposée des mesures basées sur l'impact économique de décision que l'opérateur apprend. Et ce que nous avons
ouais, je dis, c'est que ou un régulateur cap garder impact économique de tout tarif, de toute mesure que l'opérateur va prendre. La directrice de l'Office de protection du citoyen, Florence Elie, dénonce les mauvaises conditions de détention des prisonniers au niveau des centres carcéraux du pays. Selon Mme Elie, l'État doit adopter de nouvelles dispositions dans le but d'améliorer les conditions de vie des détenus. Pour nous-mêmes dans l'OPC, nous remarquons que, en général, les prisonniers sont punis deux fois. Ils sont punis d'abord par la privation de liberté. Ça, sont des bagages qui ont un rapport avec l'infraction que vous fait et ces bagages qui regardent conscience. Mais une fois que l'État prend responsabilité pour les détenus au monde, pour le mettre sous les verrous, en bâclé, il gagne automatiquement des devoirs, il gagne des obligations. Et c'est de obligations ça que dépend tout ça que le monde à travers le pays, à travers le monde tout, a critiqué tout le temps qu'il y aurait les conditions infrahumaines dans lesquelles les prisonniers vivent en Haïti. Par rapport à conditions infrahumaines, nous avons dit que gagner un traitement à deux vitesses. Il semblerait que l'or au prince, il a fait un jeu, et puis le roi en province, bagay automatiquement fait un l'autre gens. Moi fait une tournée dans prison civile de Port-au-Prince, ça y est le pénitencier national là. Et m'a dit que dans l'année qui fait passer, gagner des améliorations très sensibles qui fait. On a remarqué que une nouvelle cuisine, gagner un bloc de santé assez important. Et moi remarqué dans la prison Port-au-Prince, gagner un côté spécial à 2 étages qui quand un jeune petit l'hôpital, côté que vous mettez tout le monde qui vraiment représente un risque par rapport au reste de la population carcérale. Le Premier ministre haïtien et l'ambassadeur du Canada ont inauguré le dimanche 28 octobre dernier, à l'occasion de la Journée internationale des détenus, une nouvelle prison à la Croix-des-Bouquets qui devrait permettre de décongestionner la prison surpeuplée de la capitale haïtienne. Dans son discours de circonstance, le chef du gouvernement a souligné que la prison serait essentiellement une prison pour les condamnés à des peines dépassant 5 ans, avec des espaces prioritaires accordés à la juridiction de la Croix-des-Bouquets. Je rappelle ici et d'entrée de jeu que ce financement comprend, outre la construction physique du bâtiment, un investissement en équipement estimé à 5,7 millions de dollars canadiens. La mise en fonctionnement de ce centre de détention est un nouveau pas dans la bonne direction, puisqu'il vient en renforcement des capacités institutionnelles du système correctionnel haïtien et de l'environnement sécuritaire en général. Cette inauguration est aussi un signe palpable de l'amitié et de la solidarité du peuple canadien envers Haïti. La construction de cette prison à la Croix-des-Bouquets est un symbole de la coopération haïtiano-canadienne et une initiative qui va consolider la démocratie et sécuriser les vies et les biens en Haïti. Construite dans le périmètre du commissariat de Croix-des-Bouquets par l'OIM, ce centre de détention peut accueillir jusqu'à 768 détenus. Répondant aux normes de construction parasismique, le bâtiment comporte entre autres 4 blocs carcéraux, une cafétéria, une infirmerie pour les détenus, un parloir pour les visites et une salle multifonctionnelle pour la formation, le culte et autres activités. La prison de la Croix-des-Bouquets sera essentiellement une prison pour condamnés avec des espaces prioritaires pour la juridiction de la Croix-des-Bouquets. Autre bienfait de cette initiative, ce nouvel espace de détention permettra de réduire la grande pression qui existe aujourd'hui sur la prison civile au pénitencier national, tout en améliorant les conditions de détention de la population carcérale.
En effet, les conditions générales de détention dans cette nouvelle prison seront excellentes. Le ministre norvégien de la coopération externe, Heikki Holmås, a visité ce mercredi une académie de football construite à Corail. La construction de cette académie a été financée par le projet Vivario. Suivez les explications du ministre norvégien Heikki Holmås. Nos priorités sont de soutenir le gouvernement haïtien dans la reconstruction et la construction du pays. Il est important pour moi de dire que les priorités du peuple haïtien doivent être dirigées vers le gouvernement et faire en sorte que les choses qu'il faut soient appuyées. Mais la jeunesse est toujours la chose la plus importante qu'il y a dans un pays pour l'avenir. Et je crois que les grands-pères, les grands-mères, les pères et les mères seraient tous d'accord avec moi que l'investissement dans l'avenir de la jeunesse est la chose la plus importante. Nous avons gagné une bonne réunion avec le président et puis avec le premier ministre tout. Et nous prévoyons pour nous continuer à lancer soutien pour le développement énergie verte, surtout dans le sud là, parce que c'est là que nous avons plus fort dans la coopération. Et puis pour nous édifier capacité pour que le gouvernement puisse plus contrôler le secteur. Parce qu'il y a trop d'organisations bien a marché sous pied l'autre et puis il finit à compliquer la situation pour l'autre et puis pour le gouvernement haïtien tout. Donc pour moi-même l'important pour haïtien, peuple haïtien, avec tout le gouvernement, c'est eux-mêmes qui dans le leadership développement.